Merci de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et puis après ce que je viens d'entendre, il va falloir que je mesure mes paroles, notamment la terminologie que j'utiliserai concernant les faits que je vais évoquer. En novembre 1933, Kurt Weill, qui est à Paris depuis quelques mois, a un concert de ses œuvres au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un concert qui est interrompu violemment par une voix qui vient du public et qui crie « Vive Hitler !» Nous en avons assez de tous ces juifs qui nous viennent d'Allemagne. Nous avons suffisamment de mauvais compositeurs en France, on n'a pas besoin d'eux. Et ce compositeur est un compositeur français, Florent Schmitt, à la tête de la réaction française, si je puis dire. On est en 1933, tenez-vous bien. Qui se souvient de cette anecdote qui marquait pourtant un début de collaboration, en tout cas un rapprochement qui existait déjà dans les élites françaises, et notamment dans le milieu musical français, vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est un peu le sort de cette anecdote, c'est un peu le sort de l'histoire de la musique et de la Shoah. C'est-à-dire que c'est un peu le parent pauvre de la recherche. C'est un peu un domaine qui a été étudié beaucoup plus tard que les autres. On s'est intéressé très tôt au théâtre, on s'est intéressé très tôt à la littérature, au cinéma, aux beaux-arts, un impact de la Shoah sur tous ces médias, mais peu et tardivement sur la musique. Et dans une certaine mesure, nous sommes aujourd'hui en 2012, on peut dire en tout cas que jusqu'à 2000-2005, les nazis ont réussi leur opération. Leur opération qui consistait à éradiquer du monde musical, de la vie musicale et de la culture occidentale les traces de la musique des compositeurs juifs. Alors, ça va répondre d'ailleurs en partie à la question, je pense, que posait tout à l'heure Loïc Hatchakis, à savoir l'évaluation des dommages. Et c'est au fond le premier point que je voudrais faire en forme d'état des lieux. En 1920, qu'est-ce que représentent les Juifs dans la musique allemande, puisqu'on va commencer par là, avant de s'intéresser au monde germanique en général. Ça représente à peu près 2% des musiciens. À la Philharmonie de Berlin, on comptait en 1933 4 musiciens juifs parmi ses membres. Donc vous voyez que c'est au fond une proportion d'ailleurs assez relative d'ailleurs à la proportion générale de la population juive en Allemagne. Il se trouve qu'à cette même période, les plus grands courants musicaux, et il faut imaginer qu'à cette époque, la musique explose. Et elle explose parce que la guerre de 14 a détruit complètement en Allemagne, en tout cas pour une partie de la population, la foi dans le fait que la culture peut préserver l'humanité. Les catastrophes, enfin cette catastrophe incroyable qu'a été la Première Guerre mondiale, se traduit par un mouvement de rejet d'une partie des créateurs, et dans tous les domaines de l'art. On a vu tout à l'heure des images d'Otto Dix, par exemple, ou de Georg Gross. On peut retrouver ça dans le cinéma, on retrouve ça également naturellement dans la musique, et se sont créés, par rapport au courant dominant de la musique allemande de cette époque, pour schématiser, puisque malheureusement le temps m'est autant compté qu'aux autres, pour schématiser donc ce romantisme, donc ce post-romantisme, va se heurter, va faire face tout d'un coup à une multiplication de courants musicaux d'une extrême richesse, et qui va, par exemple, de la musique sérielle, en tout cas à l'époque de la musique atonale, qui deviendra musique sérielle à partir de 1923 avec Arnold Schoenberg, qui sera aussi le courant manifesté par Hindemith, toujours compositeur connu aujourd'hui, mais de Ernst Storch, par exemple, compositeur encore totalement inconnu, la musique dite de la nouvelle objectivité, le néoclassicisme, si vous voulez, à la manière allemande. On trouve le jazz apporté par les troupes américaines. On trouve tout un ensemble de courants qui n'avaient jamais auparavant apparu dans l'histoire de la musique. Et au fond, cette espèce de juxtaposition est très souvent représentée, et elle fait scandale, elle est très souvent menée par des compositeurs juifs. Qu'il s'agisse de Storch, que j'évoquais, qu'il s'agisse de Schoenberg, de l'autre côté, qu'il s'agisse de, par exemple, Erwin Schulhoff, pour ce qui concerne le jazz ou de la musique de danse, qu'il s'agisse aussi de l'opérette. L'opérette juive est quelque chose d'extrêmement présent avec Oskar Strauss, avec Léo Fall, avec tout un ensemble de compositeurs extrêmement célèbres à l'époque
et puis naturellement tout un pan de la musique populaire, en yiddish, toute cette immense variété, ce melting pot. C'est ça que les Allemands veulent, que les nazis veulent détruire. Et ils mettent en place, ils le détruisent parce que, en rattachant au judaïsme, à leur antisémitisme, ils font de l'antisémitisme, au fond, le point central de toutes les critiques que la réaction nationaliste oppose à ces courants, qui considèrent que tous ces courants détruisent la culture allemande. Ils détruisent la culture allemande parce qu'ils sont dégénérés, c'est-à-dire qu'ils représentent, par exemple, soit le judaïsme en tant que tel, soit la culture nègre avec le jazz, soit la destruction de l'harmonie et donc annonce le chaos social et le chaos politique avec Schoenberg et la tonalité, et tous ces concepts réunis, Entartung, dégénérescence, chaos politique, se concentrent finalement sous l'unique chapeau, progressivement à partir de 1925. Et j'oubliais bien sûr le communisme, le danger communiste avec la révolution de novembre 1917, et n'oublions pas la République des Conseils, les républiques des Conseils qui se sont succédées en Allemagne jusqu'à pratiquement mai 1919. Tout ça va se situer progressivement et sous la houlette de l'idéologie nazie, sous le concept d'antisémitisme. Et donc, en détruisant et en espérant détruire l'ensemble le monde juif, en tout cas le monde musical juif, le but des nazis est de débarrasser la vie culturelle allemande de tous les courants que j'évoquais. Eh bien, voilà ce qui nous manque. Voilà, au fond, la musique d'aujourd'hui est encore orpheline de tous ces compositeurs. Et notre société, et c'est aussi là le problème, il ne s'agit pas seulement de l'art pour l'art, il s'agit aussi du rapport entre l'art et la société. Notre société est orpheline de tous ces compositeurs. Je vais vous donner quelques chiffres et ça vous éclairera un peu sur l'impact de la chose. Ça représente, si on limite ça aux compositeurs sérieux, j'allais dire entre guillemets musique sérieuse, musique savante, hein, c'est une question de terminologie, à peu près 400 compositeurs dans le monde germanique, plus dans les territoires occupés. Ça représente 1 millier de compositeurs si on y ajoute l'opérette, la musique légère. Ça représente environ 4000 compositeurs juifs de tous les pays d'Europe centrale et occidentale, si on y ajoute en plus ceux qui faisaient de la musique religieuse, les cantors, etc., et tous les compositeurs de musique synagogale. Donc c'est absolument considérable, sans parler des interprètes très nombreux, donc des dizaines de milliers d'interprètes qui ont disparu, et qui ont disparu de deux manières. Le problème aujourd'hui, c'est que, et je vais y venir, j'y viendrai de façon un peu plus détaillée, le problème aujourd'hui, c'est que on a une très forte tendance à focaliser la question de cette disparition culturelle sur la question des camps d'extermination et de limiter au fond la Shoah à l'extermination des corps. Mais il ne faut pas oublier que l'exil fonctionne un peu de la même manière. Lorsque beaucoup de ces compositeurs, grâce à Dieu, ont réussi à prendre un bateau et à se rendre, ou un train, et à se rendre en France, puis en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, soit au Japon, soit en Chine. Enfin, il y avait par exemple un orchestre juif à Shanghai dans les années 1940 qui était le résultat d'une émigration des Juifs d'Allemagne par les circuits de l'Est, par la Pologne, par l'Union soviétique ou par la mer, en tout cas vers l'Est. C'est assez curieux pour pouvoir être noté. Mais en l'occurrence, cet exil a complètement vidé une partie de la culture musicale occidentale de ses contenus, puisque les compositeurs très souvent ne sont pas revenus. Ceux qui avaient survécu se sont installés, notamment aux États-Unis, par exemple, qui les a accueillis assez largement, où ils sont installés dans les milieux du cinéma, dans les milieux universitaires, aussi dans les radios, etc. On trouve à peu près les mêmes phénomènes en Grande-Bretagne, également en Amérique du Sud. Tous ces compositeurs ont refusé de revenir. Et ils ont refusé de revenir pour deux raisons. La première, c'est que dans le domaine musical, la dénazification a été mal réalisée ou peu réalisée, et donc que ces compositeurs
risquent fort, ou ces interprètes risquent fort de revenir dans un pays et de faire face à leurs bourreaux. La deuxième, c'est que la musique d'après-guerre a tenu compte, et c'est en cela que mon propos rejoint le propos de M. Clair sur l'art d'après la Shoah, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de figure dans les arts plastiques, il n'y a plus de tonalité, il y a une musique nouvelle qui est au fond, à partir de 1945, dérive de cet aphorisme d'Adorno disant qu'après Auschwitz, il ne peut pas y avoir de poésie. Et on a tout un courant, des courants musicaux dominants qui ont été imposés progressivement par les politiques musicales des États et au fond par les pouvoirs culturels dans les États occidentaux. Cette musique a très largement pris le pas sur la musique des compositeurs qui avaient été chassés d'Allemagne ou d'Europe au sens large pendant la guerre, quand ils avaient pu survivre. Voilà deux éléments importants pour la compréhension des événements en question. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur la notion de dénazification incomplète. Je vais prendre l'exemple du compositeur Karl Amadeus Hartmann, qui est un des rares compositeurs allemands non juifs à avoir fait preuve, à partir de 1933, d'une réelle volonté d'exil intérieur. C'est-à-dire qu'il est resté en Allemagne, il a interdit que sa musique se joue en Allemagne, il a continué à composer, il s'est fait jouer à l'extérieur, mais en Allemagne, il avait interdit que sa musique soit jouée. Et il écrira, pendant toute la période nazie, une musique extrêmement critique, sur des sujets critiques, sur des thèmes critiques, qui resteront dans ce carton, donc qui ne l'exposeront pas à de quelconque persécution du régime, mais qui feront de lui quand même un peu l'archétype du résistant intellectuel face au nazisme. Et donc les Américains seront très contents de le trouver en 1945, lorsqu'il s'agira d'assainir la vie musicale en Bavière. Il était originaire de Munich. Il écrit en 1947 à un autre chef d'orchestre résistant, paracommuniste si je puis dire, Hermann Scherchen, qui a d'ailleurs été en poste ici à Strasbourg, enfin qui a en tout cas mené pendant les années 30 des concerts ici à Strasbourg. Il lui écrit donc, le 28 janvier 1947, je cite, « Il faut malheureusement constater que l'esprit nazi fleurit encore partout chez nous. » Nous sommes en 1947. L'idéologie nazie s'est installée très profondément dans le peuple allemand. L'hitlérisme est un produit du peuple allemand et non, comme on l'a admis, d'une petite clique de criminels. Dans le train, en faisant la queue pour quelque chose, au théâtre, au concert, au cinéma, même dans les bureaux, on entend partout la phraséologie nazie. On injurie les étrangers, les juifs et les forces d'occupation. L'antisémitisme s'est bien maintenu dans l'air jusqu'à aujourd'hui. Le sort des antifascistes est dur et nous sommes heureusement sous occupation, sinon tout le monde se sauterait au cou. De noirs nuages flottent aujourd'hui sur l'Allemagne, mais comment changer ce peuple? Un petit cercle de réels hommes de progrès est cependant présent et on trouve particulièrement dans la jeunesse des forces qui ont la volonté de reconstruire avec nous. Donc c'est toute la question de la dénazification qui était posée par Hartmann. Et cette question, d'ailleurs, il va la poser curieusement de la même manière lorsque les représentants culturels de l'Allemagne de l'Est, quelques années plus tard, viendront lui demander de participer, de créer une série de concerts de musique contemporaine à Berlin-Est. Il dira: puis-je travailler dans une atmosphère qui répudie, au nom du réalisme socialiste, Schoenberg, Stravinsky et Hindemith? Finalement, c'est notre musique et le développement de l'art qui m'intéressent par-dessus tout. Donc on retrouve cette opposition très intéressante, ou du moins cette similitude de comportements qui existeront à partir de 1948 entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire à nouveau une dénazification mal faite et des objectifs à l'Est qui restent qui reste dans une certaine mesure, et sans l'aspect naturellement alors génocidaire, donc par rapport aux objectifs du nazisme, mais qui sont celui quand même de contrôler la production musicale pour la faire correspondre avec l'idéologie politique dominante. Alors on connaît en matière de dénazification et d'échec de la dénazification, on connaît bien sûr le cas d'un certain nombre d'interprètes très connus internationalement. Je pense bien sûr à Herbert von Karajan,
Je pense à Furtwängler, Wilhelm Furtwängler, qui a été, dont le procès, qui aura été exonéré par son procès en dénazification, tout comme Karajan d'ailleurs, en 1946 et 1947. Karl Böhm, par exemple, était membre du parti nazi, non, il n'était pas membre, pardon, du parti nazi, mais en tout cas, il était tellement proche idéologiquement du même parti, il a tellement participé à ses activités, il a eu une interdiction professionnelle de brève durée, puis il a immédiatement repris ses activités. Clemens Krauss avait dirigé en 1940 pour la Waffen-SS. Il était un ami de Hans Frank, qui était le Gauleiter de Cracovie, responsable de la mort de centaines de milliers de juifs polonais, et il ne fut pas plus inquiété que les autres après 1945. Et lorsque il s'agit par exemple de dénazifier la Philharmonie de Berlin, qui comptait à peu près une vingtaine de membres du parti nazi parmi ses membres, 7 quittèrent l'orchestre et retrouvèrent immédiatement du travail, c'est-à-dire volontairement ou sous la contrainte. 3 furent suspendus puis réhabilités. Les autres furent disculpés. On estima que leur participation au parti n'était pas suffisante pour pouvoir les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, tous les autres ont retrouvé très facilement du travail dans les autres orchestres allemands. En fait, le gros problème de la dénazification, c'est que finalement, elle est appliquée par secteur géographique, et que d'un secteur à l'autre, à la fois les critères d'appréciation des carrières au sein du parti, et à la fois également, puisqu'on jugeait aussi sur le contrôle de cette langue dont on parlait tout à l'heure, la langue nazie, c'est-à-dire cette langue euphémistique, cette terminologie décrite par Victor Klemperer dans son fameux ouvrage sur la langue du Troisième Reich, Lingua Tertii Imperii. Eh bien, d'un secteur à l'autre de Berlin, par exemple, et aussi d'un secteur à l'autre dans les différents Länder, l'appréciation changeait. Et donc, il n'y a aucun critère, finalement, stable d'appréciation des sanctions à donner selon des faits qui sont parfois identiques. Et de toute façon, au bout du compte, la conclusion sera la même. Quelles que soient les sanctions, s'il y en a eu, la musique des compositeurs que ces gens, musiciens, ont contribué à éliminer de la vie musicale, cette musique n'est jamais rejouée, ne fut plus jamais rejouée. Et il faut aussi se poser, dans le cadre de la dénazification, le fait que la vie musicale n'est pas seulement faite de musiciens, elle était faite aussi d'une administration, de tout un ensemble de fonctionnaires qui, soit dans les administrations publiques, soit dans les différents médias culturels, les organisateurs de concerts, les ministères, etc., passent finalement sans encombre la période de la dénazification. Je vais vous en prendre un exemple très simple. Vous avez en Allemagne un ministère de la propagande centralisé, le premier dirigé par Goebbels. En 1933, Goebbels crée ce qu'on appelle la Chambre de la culture du Reich, qui est une sorte de immense corporation qui permet de contrôler la totalité des professions intellectuelles, du journalisme en passant par les écrivains, le cinéma, tous les arts. Et chaque, finalement, secteur professionnel a sa propre chambre, sa propre corporation, dont une chambre de la musique du Reich. Et c'est le ministère et la chambre de la musique sont censés contrôler l'ensemble de la vie musicale allemande. Ils le font par tout un système de questionnaires qui interrogent les musiciens sur leur origine, sur quelles sont leurs appartenances politiques, est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils ne sont pas juifs. C'est un questionnaire qui porte très clairement sur les religions, par exemple, la religion, et notamment sur le fait de savoir s'ils sont communistes ou pas communistes. S'ils sont communistes et juifs, ils sont éliminés automatiquement de la vie publique à partir de 1933. Mais ensuite, le contrôle lui-même est fait à la manière des systèmes totalitaires, comme le décrit tout à fait Hannah Arendt dans son analyse sur le totalitarisme, et qui décrit en même temps d'ailleurs le système soviétique, c'est-à-dire que à un pouvoir officiel, on juxtapose 3 ou 4 niveaux de pouvoir intermédiaires qui, en général, se contredisent. On a le Gauleiter d'un côté, on a les commissaires politiques
dans les villes, chaque ville, à partir de 1936, 5000 villes allemandes ont un commissaire à la musique. Karajan, par exemple, était membre du parti, commissaire musical de la ville d'Aix-la-Chapelle. Et c'est lui qui régnait en réalité sur la totalité de la vie musicale. Puis avec la personnalité qu'il avait, je ne suis pas très sûr que le Gauleiter avait son mot à dire. Mais dans d'autres cas, si un Gauleiter dit quelque chose, il va faire en quelque sorte jurisprudence, puisqu'on n'osera pas aller contre, par exemple, un Gauleiter proche de Goebbels, par exemple. Et donc tout ça crée à la fois des conflits de pouvoir, une espèce d'opacité complète à laquelle plus personne ne comprend rien, et une espèce donc d'instabilité permanente qui finalement garantit l'assujettissement du milieu au pouvoir et lui empêche absolument toute forme de critique contre ce pouvoir, mais aussi contrôle, bien sûr, la création musicale, parce que les compositeurs ne savent plus quoi faire dans un tel contexte. Eh bien, tout ce petit personnel, si je puis dire, au sens large du terme, passe tranquillement la fin de la guerre, et on les retrouve à la tête des journaux, on la retrouve, et je vais vous citer quand même quelques exemples qui sont symptomatiques de ce qu'ont pu ressentir les rescapés de la Shoah, au sens large. Je parle de ceux qui ont pu revenir des camps, mais ceux qui étaient en exil avec l'espoir éventuel de revenir, quand ils ont vu revenir dans des postes de pouvoir ou de contrôle administratif des gens qui avaient contribué à les mettre dehors. Je vais vous citer quelques exemples, et notamment, je vais commencer par celui de Friedrich Blume. Alors, Friedrich Blume avait présenté... Alors, il faut dire qu'en 1938, il y a eu une très grande exposition, en mai 1938, une très grande exposition à Düsseldorf, où un certain nombre de nazis un peu plus nazis que les autres, c'est-à-dire représentant franchement la tendance dure de Rosenberg, et notamment le Hans-Evro Ziegler, là, qui était mentionné tout à l'heure dans l'exposé sur le théâtre, qui était lui-même le directeur du Théâtre national allemand de Weimar, mais aussi le responsable de la musique du Land de Thuringe, au moment où les nazis, en 1930, avec Wilhelm Frick comme ministre des cultes et de la culture, ont en quelque sorte participé pour la première fois au pouvoir dans un Land allemand, et ont montré, par les interdictions immédiates qu'ils ont faites du jazz, de la musique contemporaine, de Stravinsky, etc., ce que pouvait être une politique culturelle du nazisme le jour où ils arriveraient au pouvoir. On avait des traces, des preuves même, exactes de ce qui allait se passer dès 1930, par l'exercice du pouvoir pratiqué tel que je viens de vous le décrire, notamment par ce monsieur Ziegler. Eh bien, Friedrich Blume fait partie d'une grande manifestation organisée par Goebbels et le ministère de la Propagande pour essayer de stabiliser ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de grande inquiétude qui tout d'un coup a saisi à partir de 1937 l'ensemble du milieu musical. Et Goebbels a organisé ce qu'on appelait les Reichsmusiktage, donc le congrès de la musique du Reich, le premier de Düsseldorf, donc 1938, où finalement c'était une manière de réconcilier un peu tout le monde avec tout le monde. Il a organisé, lui, une conférence sur le thème musique et race. Eh bien, et puis, en fait, c'est son grand dada, si je puis dire, sa spécialité, l'analyse raciale de la musique, la mise en perspective de la création musicale et de la race. Je vous laisse deviner ce que vous pouvez lire à peu près dans ces traités. Il est devenu, après la guerre, l'éditeur de l'encyclopédie Musik in Geschichte und Gegenwart, musique dans l'histoire et au présent, chez Bernreiter à Kassel. Très, très grande maison d'édition, très célèbre dictionnaire, très grande encyclopédie musicale que vous retrouvez actuellement encore dans toutes les librairies, les grandes bibliothèques universitaires. Et quand je travaillais sur ces sujets à Vienne il y a une dizaine d'années, c'est cet ouvrage que j'ai eu en main, c'est-à-dire cette édition-là, l'édition de l'année 1950, voilà, celle que je cite là, l'édition de 1949-1951. Vous avez un article là-dedans signé par Blume, et qui parle du jazz. Et alors, très curieusement, vous avez une impasse absolue sur la situation du jazz en Allemagne entre 1933 et 1945. Donc, en fait, ces gens ont continué, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, ces gens ont continué à mentir par omission une fois la guerre passée. C'est-à-dire qu'on continue à faire disparaître les traces de ce qui venait de se produire. Le génocide le génocide culturel, alors je ne sais plus, le crime contre l'humanité culturelle, pardon, il faut une certaine prudence, continue, si vous voulez. Et un autre exemple, par exemple, Wolfgang Bötticher, très important aussi personnage, membre de la SS, spécialiste de Schumann, était collaborateur également de Herbert Guericke, qui sera le troisième homme dont je voudrais vous parler tout à l'heure.
Ce monsieur Bötticher participe à l'élaboration d'un célèbre dictionnaire des Juifs dans la musique. Ça, il faudra que je vous en parle un petit peu plus. Et il parlait, on le retrouve après la guerre, et vous comprendrez l'indignation qu'ont pu ressentir les gens quand ils ont voulu revenir. On le retrouve après la guerre comme professeur à Göttingen, sans que personne n'ait prêté absolument attention à son passé. Et sa venue pour prononcer une conférence dans une université américaine souleva un tollé de protestation de la part du département de musique de l'université de Harvard, qui eut toutes les peines du monde à trouver un journal pour publier la dénonciation qu'il envoyait à la presse allemande. Donc la presse aussi faisait partie, enfin certains membres de la presse faisaient partie de cette manipulation de la vérité historique. Cela dit, dans cette histoire, Bötticher finalement préféra renoncer à se rendre à Harvard devant le tollé que ça avait provoqué là-bas. Et puis j'en viens à un troisième cas qui est celui de cet Herbert Gehrig, qui était lui-même membre de la SS, lui-même un archi-nazi, membre de la section de Rosenberg, et qui est au fond l'éditeur de ce fameux dictionnaire des Juifs dans la musique. Alors pour que vous compreniez ce que c'est un livre qui a été publié en 1940 et qui était divisé en deux parties. Dans la première partie, vous aviez une liste des musiciens juifs en Allemagne, tels que ce monsieur Gehrig et son équipe avaient pu les recenser. Et c'est une véritable... c'est la liste un peu, il y a les grands compositeurs, il y a Schoenberg, bien sûr, il y a le Torp dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a plein d'autres. Et puis, vous avez aussi tout un ensemble de petits... De musiciens, de petits professeurs dans des villes de province. Vous avez l'adresse. Vous avez l'adresse, c'est pas fait au hasard. On est en 1940, en 1941. Le voisin, vous allez dire à la section locale de la Gestapo, vous savez, ce monsieur Intel qui est dans votre dictionnaire, eh bien, il habite à côté de chez moi. C'est un véritable appel à la délation, à la dénonciation. Ça a été d'ailleurs prouvé, il a été prouvé que ce dictionnaire a servi et d'ailleurs été conçu comme un instrument de la liquidation des Juifs dès sa création en 1940. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure, à savoir que finalement la solution finale était déjà entamée avant la conférence de Wannsee. Et je vous saute tout un ensemble de citations que j'ai de ce personnage qui montre, eh bien, ce Gehrig s'est présenté en 1954 à la direction d'un journal, et enfin a voulu rentrer comme conseiller à la musique de la ville de Bochum. Et il a fallu vraiment l'intervention de Hartmann, dont je vous parlais, d'un certain nombre de personnalités qui avaient œuvré dans la résistance en Allemagne pour pouvoir empêcher cette nomination. Personne non plus ne s'était posé la question de savoir d'où il venait, ce qu'il avait fait pendant la guerre. Bien, je saute. En fait, j'avais tout un ensemble d'exemples, ce qui portait sur les compositeurs. Je voudrais en venir maintenant à la situation présente. On est maintenant, 45, 2005, mettons, prenons 2010, 65 ans, 67 ans après les faits, et la situation présente est assez confuse, à vrai dire. On a une confusion un peu des genres qui porte sur 4 éléments. D'abord, qui repose sur une ignorance de la réalité historique telle que je viens de vous la décrire. Je ne décris pas tout, naturellement, c'est extrêmement simplifié. Mais en gros, si vous voulez aujourd'hui vous informer sur la situation de la musique, sur ce qui a disparu, sur ce qu'il faudrait faire revivre, etc., vous avez tous les éléments. Ils ont été publiés en Allemagne, ils commencent à l'être un petit peu en France. La littérature anglo-saxonne est quand même tout à fait riche d'ouvrages sur la question. Donc, tout le monde peut avoir des informations réelles, concrètes et justes historiquement et éthiquement d'ailleurs sur ce qui s'est passé. Et malgré tout cela, on trouve toujours cette espèce de confusion que j'évoquais, c'est-à-dire l'ignorance de la réalité historique, les préjugés qui consistent à dire, et je passe vite dessus qui sont encore une réalité, que si finalement ces compositeurs ou ces créateurs ont cessé d'exister, c'est parce que c'est le travail de l'histoire. Vous permettez, quel travail de l'histoire? Il ne s'agit pas d'aller redécouvrir dans le fond d'une bibliothèque de la musique baroque sous des tas de kilos de poussière. C'est un acte politique, c'est des actes d'une violence inouïs qui ont provoqué en fait cette disparition de ce trésor culturel qui représente des dizaines de milliers d'œuvres, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des milliers de compositeurs, avec parmi elles de très très grands chefs-d'œuvre qui manquent à notre culture, à notre littérature. Eh bien, on ne peut pas parler comme ça
avec facilité du fait que c'est le travail de l'histoire, le travail simple du temps. Ça n'est pas vrai. Et en fait, ça aussi oriente la position que ceux que la question intéresse doivent avoir, à savoir que c'est un acte politique de fond qu'ils doivent opérer quand ils utilisent ou ils s'adressent à un public avec cette musique. On ne peut pas présenter ces œuvres comme ça brutalement ou anonymement parmi un programme. L'exploitation, un troisième obstacle que je trouve extrêmement dangereux, c'est l'exploitation surdimensionnée de la valeur, de la représentation de Térésine et du phénomène concentrationnaire. Térésine est un phénomène de propagande. C'est vrai qu'il a donné lieu à des compositeurs. Il avait en son sein des compositeurs, 3 compositeurs notamment, qui ont marqué l'histoire de la musique du XXe siècle et qui ont besoin d'être encore remis à l'avant-scène, à reprendre la place qu'ils auraient jamais dû perdre et que l'histoire leur a fait perdre. Mais cette surévaluation du phénomène concentrationnaire, à mon avis, cache toute la question de l'exil. On n'a pas en France, par exemple, cette culture de l'exil que peuvent avoir, de la recherche de l'exil que peuvent avoir les Allemands. Il n'y a pas d'Exilforschung en France, au sens où vous avez des éditeurs spécialisés, des chaires universitaires, etc. Et tout ça procède un peu de... Bon, en tout cas, est responsable de l'ignorance un peu diversifiée selon les pays qui peut exister, notamment entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Je voudrais juste revenir sur le point de l'ignorance de la réalité historique, parce que je trouve qu'elle est particulièrement dangereuse. Elle se traduit, et ça a été évoqué tout à l'heure dans les différents autres sujets, elle se traduit par le fait qu'on va confondre à peu près tout. On mélange les camps de concentration, on mélange surtout les camps de concentration et les camps de prisonniers de guerre. Quand je vois dans un programme consacré à cette thématique des œuvres de Ullmann, Mort à Auschwitz et le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, je ne trouve pas ça formidable parce que Olivier Messiaen, dont par ailleurs, qui a succédé, si vous voulez, à André Bloch au moment où on a purifié le Conservatoire de Paris et qui n'a pas manifesté à cette époque-là une très grande empathie vis-à-vis de ses collègues, me semble pas, si vous voulez, le modèle du déporté. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été prisonnier de guerre, qui est parfaitement honorable, qui a écrit dans le camp de Görlitz une œuvre toute extraordinaire de la musique contemporaine, mais on n'est pas du tout dans on mélange tout, et en mélangeant tout, finalement on conteste. On est dans une sorte de négation de l'unicité de la Shoah, de ce caractère exceptionnel dont on parlait. Et ce phénomène un peu pas de négationnisme, enfin, qui se rapproche quand même à une sous-évaluation des faits, est aussi amplifié par des phénomènes qui sont quand même extrêmement curieux et qui arrivent dans la vie culturelle française. Il y a 2 incidents, moi, qui m'ont particulièrement choqué dans l'actualité récente, à savoir ce qu'on appelle la polémique Chaillet. C'est-à-dire que la Sorbonne a décidé l'année dernière de donner à un de ses auditoriums le nom de Jacques Chaillet. Jacques Chaillet, qui est un éminent musicologiste et un très grand professeur de musique, a été aussi celui qui a appliqué avec énormément de zèle le premier statut des Juifs au Conservatoire de Paris. Bon, la Sorbonne aurait été sans doute mieux inspirée de trouver un autre nom, ce qui fait que d'ailleurs, après le tollé que ça a soulevé, l'affaire a reculé, la salle est toujours nommée Auditorium sans nom. Le deuxième élément que je trouve particulièrement frappant, c'est le fait qu'aujourd'hui, en 2012, nous célébrons, grâce au recueil des cérémonies officielles publiées par les Archives de France, le centenaire de la naissance de Jean Français. Bon, je pense qu'on avait Jean Français qui a été membre du groupe Collaboration, un des compositeurs les plus représentatifs de l'État français et de la Révolution nationale. Je veux dire tout simplement par là qu'on entretient encore ici et là et ailleurs dans d'autres pays d'Europe et dans le monde une confusion totale des genres, qu'on associe à des cérémonies des gens qui ont contribué par le mouvement politique et leur propre attitude au phénomène d'anéantissement de la musique juive que j'évoquais tout à l'heure, et qu'on ferait sans doute mieux de faire des cérémonies commémoratives pour d'autres gens. Et dernier point que je voudrais rapidement évoquer, c'est le fait que toutes ces musiques peuvent devenir
un formidable outil de transmission. Et je voudrais simplement prendre pour exemple ce que fait notre organisation, le Forum Voix étouffées, depuis 4 ans avec le musée d'Auschwitz-Birkenau. Nous avons une collaboration avec le musée. Nous donnons tous les ans des concerts là-bas dans le cadre d'un projet européen. Nous y avons donné l'année dernière, par exemple, le Brundibar, qui était évoqué aussi tout à l'heure dans l'exposé sur le théâtre, cet opéra pour enfants qui avait été composé en 1938 par Hans Krasa et joué donc à partir de 1943-44 par les enfants. Et c'est un ouvrage, par exemple, qui est typique de ce qu'on peut faire de mieux, si vous voulez, pour transmettre les choses. D'abord parce que c'est un très bel ouvrage. Et ça oblige à se poser la question de savoir, de faire la différence aussi entre un travail de mémoire et un vrai travail de résurrection. On ne fait pas renaître de leurs cendres de mauvais compositeurs, ça n'a pas d'intérêt. L'histoire ne s'empare pas mieux. Donc le fait de présenter dans des commémorations des œuvres mauvaises est, à mon avis, justement la chose à ne pas faire. Parce que ça amoindrit le propos et ça sert les gens qui disent que finalement cette musique a bien raison de ne pas exister. En revanche, il y a suffisamment de chefs-d'œuvre pour pouvoir les utiliser comme des supports auprès du public, des supports pédagogiques. Quand on parle de musique concentrationnaire avec Brundibar, on peut parler d'une chose aussi simple. On peut expliquer pourquoi, en 1942, l'administration chargée de la gestion des camps a fait un décret qui a rendu quasiment obligatoire dans tous les camps la création d'un orchestre. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne a ouvert un second front avec l'Union soviétique, qu'elle n'a plus de force de travail, de ses propres forces de travail pour alimenter les usines, et donc on est obligé de recourir à des forces qui sont dans les camps de travail, dans les camps de concentration, pour pouvoir faire marcher la machine de guerre allemande. Et donc c'est à ce moment-là que l'administration nazie se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut apporter à ces prisonniers, enfin à ces travailleurs forcés, apporter un minimum de confort intellectuel et confort moral. Eh bien, ça, vous pouvez l'expliquer à partir d'une belle œuvre. Et la belle œuvre en question, elle est d'autant plus belle que c'est un opéra pour enfants qui est chanté par des enfants et qui permet aussi de saisir les enfants d'aujourd'hui pour leur donner finalement un contexte, un engagement par le biais du concert, par le biais de la représentation et par le biais du commentaire et de l'explication. J'insiste là-dessus, c'est toute la pédagogie que l'on peut tirer et qui est, à mon avis, absolument indispensable pour faire prendre conscience aux gens à l'heure actuelle, au public, ce qu'est et dans quelle situation orpheline nous nous trouvons encore. Merci de votre attention.